وفيك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله لا مضل له ومن يضلل ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. J'espère que ça va, que les voyants sont au vert, que vos familles se portent bien et évidemment que vos ennemis sont à distance. Inch'Allah, aujourd'hui, comme le veut aujourd'hui en ce moment notre sunna, évidemment à ne pas confondre, évidemment, hein, mais je vous fais confiance, notre sunna, on se voit tous les mercredis, Inch'Allah, pour une assise libre, hein, pour une assise libre, Inch'Allah, où on parle de sujets d'actualité ou d'autres, hein, religieux ou interreligieux, Inch'Allah, si on arrive, Inch'Allah, à y répondre avec le peu de science qu'Allah Azzawajal nous a donné, tout en renvoyant évidemment la perfection à Allah et l'imperfection à l'être humain. Donc c'est une assise assez libre, vous êtes libre, hein. Il n'y a pas de questions stupides évidemment, tout en sachant que notre science évidemment est limitée. Al-Alim, c'est Allah qui détient une science qui n'est pas précédée d'une ignorance. Évidemment, tout ce que l'on sait, nous, on l'a appris à un moment. Allah, il sait et il l'a toujours su. Donc, on essaiera, Inch'Allah, de vous répondre en fonction des éléments et de la science qu'on a eu. Et Inch'Allah, si on ne sait pas, évidemment, ça peut arriver. Hein, on essaiera de faire des recherches pour vous répondre. Sultan, Masha'Allah. Toujours l'entrée, toujours aussi magnifique. Irmani commence pied au plancher. Je m'interrogeais, y a-t-il plus de menaces néo-nazis à l'égard de notre communauté? Qu'en penses-tu? Que faire? Comment réagir? Irman, El Qamari, c'est intéressant. Enfin, c'est bien, j'aime bien le terme néo-nazisme, le sens de nouveau. Parce qu'évidemment, le monde, il a beaucoup changé. Et donc, la mentalité, elle a évolué. Il y a des choses que, heureusement, d'ailleurs, qu'on ne peut plus dire. Il y a des choses que, heureusement, d'ailleurs, on ne peut plus faire. C'est sûr que si on avait été il y a 70 ans, on n'aurait pas été, en tout cas concernant les musulmans, pas été très loin de ce qu'ont vécu malheureusement les juifs à cette époque-là. Donc, mais il y a une nouvelle forme de racisme, de anti-islam qui est en train de se former à travers le monde. Et ça, on le voit, ça, on l'a remarqué depuis le 7 octobre. Hein. Depuis qu'il y a eu cette frappe-là, on voit qu'il y a même une différence de sémantique qui est assez flagrante. Il y a une grande différence de sémantique qui est flagrante quand on traite selon que l'on traite selon qui on traite en fait. En fonction des gens, on va avoir une sémantique qui va être différente. Par exemple, quand on va parler des Israéliens, en ce qui concerne pour les enfants, on va dire que quand c'est des jeunes, on va dire que c'est des enfants. Quand on va parler des Palestiniens, on va plus employer le terme des gens de moins de 18 ans. C'est-à-dire on va y mettre une catégorie. Quand c'est des enfants, on l'a vu lors du grand bruit qu'ils font par rapport aux otages, ils ont pris des enfants, des bébés, vous vous en rendez pas compte, etc., etc. Mais quand, avec tous les enfants qui sont morts sous les bombes, ceux qui ont été démembrés, des enfants où on ne reconnaît rien. Des fois, il y a des gens, ils récupèrent de leurs enfants un pied, des fois qu'une main, des fois rien du tout. Des fois, ils récupèrent le corps, mais pas la tête. Je ne sais pas si vous vous imaginez, on ne se rend pas compte de la dureté des images, mais quand ça concerne quand la violence, elle touche les enfants israéliens, on dit que c'est des enfants. Quand cette violence, elle va toucher plutôt les Palestiniens, peut-être les enfants palestiniens, on va dire que c'est des gens de moins de 18 ans. C'est-à-dire on va les classer dans une classe
dans une catégorie statistique. Par exemple, lorsqu'on va parler des civils, on va employer le terme civil que pour les Israéliens, mais quand on va parler des Palestiniens, on va dire que c'est des dommages collatéraux. Hein, on va parler de dommages collatéraux pour eux. D'accord? Oui, nous sommes dans une guerre, donc voilà, on a des dommages collatéraux. C'est un dommage collatéral. D'accord? C'est un dommage collatéral. Quand on va parler des femmes et des enfants, on va parler on va employer que sur les termes que pour les Palestiniens, que pour les Israéliens. Quand on va dire femmes et enfants. Par contre, pour justifier le fait que Israël et le Tsahal tuent des femmes et des enfants, eh ben on va dire que non, c'est des boucliers humains. En gros, c'est une arme, si vous voulez. D'accord? Quand pareil, il y a plein de sémantiques, il y a plein c'est là où on voit le truc. Par exemple, pour les otages, on va dire, on va employer le terme otage que pour les Israéliens. Mais pour les Palestiniens, on va dire que c'est des prisonniers. On va dire que c'est des tués pour côté israélien. Mais ce sont des morts pour des Palestiniens. C'est-à-dire qu'on dirait, il y a énormément de jeux, d'accord? Il y a énormément de jeux et de toute façon, la première guerre, euh, elle est dans la communication déjà. La première guerre, elle est dans la sémantique. Il y a des choses qu'on accepte et qu'on tolère et qu'on ne doit pas tolérer en fait. Parce que à force d'accepter justement d'accepter cette différence de sémantique, et ben ça crée aujourd'hui des situations comme ça, tu vois. Donc ouais. On voit aujourd'hui qu'il y a et le problème, c'est que si ce n'était que relayé essentiellement par le Tsahal et Israël, à la limite, on se dirait, bon, c'est de bonnes guerres. Le problème, c'est qu'on voit que les journaux du monde entier et l'Occident tout entier, en fait, est complice quelque part de ça. Donc, du coup, on voit qu'il y a. Parce qu'il y a une montée de l'islam, de l'anti-islam. Même le terme, par exemple, islamophobe, il me dérange. Je vais vous dire la vérité. Même le fait de dire islamophobe, ça me dérange. Parce que, en vrai, c'est quoi une phobie? C'est quoi une phobie? Que quelqu'un peut me dire, c'est quoi une phobie? Voilà, Elias. Une phobie, c'est une peur. Vous êtes d'accord? Euh, Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur de quelque chose dans l'absolu, selon vous? On a le droit. On a le droit d'avoir peur de quelque chose, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On a le droit. Ça veut dire que, est-ce que, je sais pas, il y a des arachnophobes, ils ont peur des araignées, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. Il y a des gens, des claustrophobes, ils sont comme ça, ils ont peur de ce qui est. Euh, c'est avoir peur de l'islam. En fait, ah ouais, ça me dérange pas dans la mesure où si ta source d'information c'est Claire Chazal, je peux comprendre que tu vois, je peux comprendre que tu aies peur. Parce que qu'est-ce qu'on a souvent dit sur les musulmans? Bah, que les musulmans ce sont des terroristes, que les musulmans sont des gens qui tuent, que les musulmans c'est ci, c'est les musulmans qui ça. Donc quelque part, est-ce que le fait que tu aies peur de l'islam, ce soit, ce soit un problème? En fait, pour moi, tu as le droit d'avoir peur de l'islam. Tu as le droit, pour moi, si tu connais pas, surtout si tu ne le connais pas. Parce que ce qui est vrai, c'est que l'inconnu, ça fait peur. Quand tu es face à quelque chose que tu ne connais pas, bah, tu as un réflexe naturel d'autodéfense, en fait. Euh, la peur, en fait, c'est un sentiment qu'Allah Azzawajal, il a mis à l'intérieur de l'être humain. C'est un sentiment de, 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 de protection, en fait. Quand tu crains quelque chose, tu vas forcément faire attention. Quand tu crains quelque chose, tu vas faire. Tu comprends on parle de la peur rationnelle. Hein. Euh, euh, C'est-à-dire que tu vas. D'ailleurs, en islam, il faut pas confondre. Quand on dit al-taqwa, quand on dit al-khawf, al-taqwa, c'est pas la même chose. La, 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 la peur d'Allah, c'est pas ce qui nous est demandé, dans le sens, pas une peur.
qui va te t'inhiber au point de ne rien faire. C'est une crainte scientifique. C'est ça qu'on dit el-taqwa. C'est ça la différence entre el-khawf et el-taqwa. D'accord? C'est el-taqwa, c'est une peur vraiment scientifique. El-khawf, c'est de la peur naturelle. C'est quelque chose qui va t'empêcher de te jeter du 10e étage parce que tu sais que tu peux mourir. C'est celle qui va t'empêcher de voir un trou et d'y aller, de voir un ravin et d'y aller. Tu vois, cette pression qui est à l'intérieur de toi qui va faire que tu vas faire attention. Ça, c'est quelque chose de naturel. D'accord? Donc, ça veut dire, moi, c'est pas la peur le problème. Moi, ce qui me dérange, c'est quand tu... Regardez le terme qui a été choisi par les juifs pour, pour parler de haine anti-juive. Ils ont parlé de antisémitisme. Ils ont parlé d'antisémitisme. Et c'est vrai que on parle pas de judéophobie, par exemple. Pourtant, on aurait pu utiliser ce terme. Même si, je sais pas si vous comprenez le fond de ma réflexion. C'est-à-dire, on aurait pu, on dit pas judéophobie, on dit antisémitisme. C'est-à-dire que quand tu entends antisémitisme, eh ben, tu comprends qu'il y a une haine derrière ça. Que toi, ce que tu veux, c'est l'éradication. Tu veux éradiquer le fait juif. Et ça te renvoie à quelque chose. Moi, je considère, moi, que le terme islamophobe, il fait pas le poids à côté de l'antisémite. Antisémitisme, islamophobie, il fait pas le poids. Parce que ça, l'islamophobie, ça, déjà, c'est pas un terme qui est reconnu. Et deuxième chose, en plus, ça te renvoie à de la peur. Et parce qu'on fait ces... Exactement, Sato, c'est exactement là où je voulais en venir, Sato. Bingo. C'est-à-dire que il faut arriver aussi à dire les termes. Il faut arrêter si on met à côté l'islamophobie, à côté de l'antisémitisme, on fera jamais le poids. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je pense et ce qui fait que à chaque fois, exactement, Faïzat, c'est à chaque fois qu'on va utiliser le terme antisémite, vous vous rendez compte. En fait, c'est pour ça qu'ils nous laissent parler. Ouais, c'est de l'islamophobie. Ouais, pas de problème. C'est à la limite, est-ce que c'est un droit? C'est pas un droit d'avoir peur de l'islam? Oui, comme t'as peur des araignées, t'as peur de trucs, tu connais pas un truc, t'as des grosses interrogations. Quelque part, ouais, on peut entendre que t'es peur. Tu sais, on peut le comprendre, ça. Je sais pas si vous comprenez la réflexion. Et euh, parce que ouais, le terme qu'il faut dire, c'est vraiment de l'anti-musulman, c'est de l'anti-islam que les gens ils ont aujourd'hui. Ils veulent éliminer l'islam et ils feront tout par la communication, par le fait de dissoudre les associations, par le fait d'empêcher la construction de mosquées, par le fait tu vois, ils vont utiliser toutes les armes qui sont à leur disposition pour empêcher l'islam de vivre, en fait. Là, on parle même pas d'évoluer ou quoi au caisse. L'évolution de l'islam, elle est entre les mains d'Allah. Le wahi, elle est hidayah, elle est entre les mains d'Allah, azawajal. Elle n'est pas entre la main des gens. On a vu, ils ont essayé depuis le 11 septembre. C'est la stratégie qu'ils utilisent, la diabolisation de l'islam. Et il y a encore plus eu de convertis à l'islam depuis le 11 septembre. Regardez, depuis le 7 octobre, ce qui s'est passé, ils ont diabolisé l'islam alors que on est dans un autre type de conflit. Ils ont tenté de diaboliser l'islam et les gens se sont intéressés au Coran. Il y a des gens qui se sont intéressés au Coran depuis la montée des tensions le 7 octobre. Ça veut dire que ça, la hidayah, c'est entre les mains d'Allah. Ça, c'est pas... Évidemment, nous, on fait les causes, c'est ce qui nous est demandé. Mais la hidayah, elle est entre les mains d'Allah. Et c'est là où le piège qu'ils ont voulu tendre contre les musulmans, l'islam, il se referme contre eux. C'est-à-dire le fait de diaboliser l'islam, faire comprendre que ça, c'est un problème islam, religion, alors que c'est pas ça. C'est même pas un problème religieux, là. Là, on parle d'un problème de une population qui est oppressée, une population où on vole sa terre, une population qui vit sans droit civique, sans droit social, une population qui vit dans l'embargo, une population qui vit sans nourriture, sans eau potable, une population qui ne peut rien faire, une surdensité de population au kilomètre carré. C'est de ça qu'on parle. On parle d'une guerre coloniale. Et on n'est pas dans la religion. Mais eux, ils ont voulu amener les gens sur ce terrain. D'accord? Ils ont voulu amener les gens sur ce terrain et ça s'est retourné contre eux, El Mohim.
pour revenir à ce que je disais, c'est que j'estime que le terme en islamophobie fait absolument pas le poids. Parce que ça renvoie ouais, à de la peur. Mais cette peur, elle peut se respecter si on est honnête. Cette peur, si on est honnête, 30 secondes, elle peut se respecter compte tenu de la dawa et du contexte ambiant. Par contre, ce qui n'est pas tolérable, c'est de te lever un matin et d'avoir comme vocation une haine anti-islamique. C'est-à-dire qu'une haine au point de... Une haine au point, si vous voulez, de t'attaquer systématiquement aux musulmans. C'est ça qui va être condamné. Et c'est ça qui, pour moi, si on utilise les termes, déjà dans un premier temps, ça va être une bonne chose. Autre chose aussi d'intéressant, c'est par exemple d'accepter le fait que l'antisémitisme ne concerne que les juifs. Parce que pourquoi pas même s'approprier le terme antisémitisme? Pourquoi pas? Soyons fous. Parce que les sémites, les arabes sont dedans. C'est pas comme si on parlait des Perses, par exemple. Les Perses sont pas des sémites. Mais les arabes sont des sémites. Soyons fous. Hein? Mais on vit dans une ambivalence telle aujourd'hui que on vit dans une ambivalence telle aujourd'hui, quand on parle c'est quoi un sémite, on va inclure les arabes dedans, mais quand on va parler du contraire, de la haine du sémite, on va y mettre que les juifs. C'est fou, hein, quand même. C'est la preuve qu'il y a des gens qui bossent pour que tu crois des choses et hein, pour que certaines définitions soient adaptées. Donc moi, voilà, c'est fait partie des guerres qu'il faut, des combats plutôt, des combats qu'il faut gagner. C'est le combat des mots. Ne pas laisser, ne pas accepter que tout se dise, de ne pas tout tolérer. Euh, euh, le fait de ne pas, parce que le fait de s'être exclu de l'antisémitisme, c'est une dinguerie qu'on a fait. D'accord? C'est une dinguerie qu'on ait faite parce que les musulmans sont considérés sémites, les arabes sont des sémites. Donc ça veut dire que c'est une dinguerie, ça, c'est une folie. Aujourd'hui, quand on parle d'antisémite, voilà, vous imaginez, c'est comme si c'est comme si un noir serait raciste d'un noir. Alors, je vous disais, la société elle est bizarre, mais ça existe. Mais, euh, mais vous imaginez de la folie du truc. Un arabe qui serait raciste de lui-même. Un arabe qui serait contre l'existence de lui-même. Tu sais, c'est un peu cracher sur sa mère quelque part, tu vois. C'est un peu le truc. Donc c'est pour ça que il faut aussi ne pas avoir peur de gagner le combat des mots parce que c'est par le combat des mots aussi qu'on avance et on y arrive. D'accord? C'est par le combat des mots. Il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Pour moi, islamophobie, ce n'est pas le terme approprié pour quelque part, pour euh, enfin comprendre et mettre au niveau. En fait, c'est pas un mot qui est au niveau de ce que les musulmans vivent aujourd'hui dans le monde. D'accord? C'est pas, on le voit à travers le conflit israélo-palestinien, mais il y a ce qui se passe avec les Rohingyas, ce qui se passe avec les Ouïghours, ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe au Soudan, ce qui s'est passé partout, en France. C'est pas à la hauteur, en fait. C'est ce que les musulmans vivent. C'est ce qui s'est passé à Srebrenica en 95, où les musulmans se sont fait fusiller par les Serbes. C'est pas à la hauteur, en fait. C'est pas à la hauteur, en fait. Pas un mot qui est à la hauteur. J'espère, en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Hein. Si vous avez des objections, vous pouvez en parler. Ça n'a aucun problème. On est là pour discuter. Mais moi, j'estime qu'il y a des mots sur lesquels il y a des définitions, des concepts sur lesquels on s'est exclu. Et on a perdu la bataille des mots et c'est le premier problème. Donc, il faudrait qu'on banalise le terme anti-islam. Non, au contraire, en fait, il ne faut pas le banaliser. Aujourd'hui, tu ne peux pas éternuer à côté d'un juif sans être accusé d'antisémitisme. Tu peux pas même éternuer à côté. Vous imaginez, regarde, le lobby homosexuel, il est devenu plus fort que le lobby musulman. Je sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, tu éternues à côté d'un homosexuel, on va dire que t'es homophobe. Tu vois? Ah, certains vont dire oui, mais on utilise le terme homophobe, homophobie, ça peut être l'objection. Ouais, mais homophobie pour parler de la haine des,
contre les homosexuels. Sauf que l'homophobie n'a pas la même histoire. Parce que à la base, il y avait une vraie crainte quand le terme il a été sorti. La première fois, c'était même dans le monde des films pour adultes. C'est-à-dire qu'à la base, l'homophobie, c'est parce que des acteurs de films pour adultes avaient peur de jouer ce rôle pour être assimilés à ça. Donc il y avait une vraie phobie. Et ensuite, il y a eu autre chose. Donc l'histoire de l'homophobie, elle n'a pas du tout la même histoire que l'histoire du racisme et du racisme du racisme en tant que tel, tu vois. Ça n'a pas du tout la même histoire. Je suis d'accord pour dire que le terme islamophobe est plus lourd qu'antisémite, néanmoins, si on prend l'histoire dans sa globalité, les juifs et énormément souffert, le terme est légitime. En fait, Zach, le problème, il n'est pas de dire que le terme antisémite. Moi, je parle même pas de la partie juive. Quand tu regardes ce qu'ils ont subi, évidemment que le terme n'est pas galvaudé. Le problème, Zach, de ce que je suis en train de te dire, c'est que les musulmans, aujourd'hui, bah, on peut pas dire islamophobie. Non, c'est pas de la phobie de l'islam que les gens ont. On voit bien qu'il y a des gens qui luttent matin, midi, soir et qui se réveillent un matin parce qu'ils ont la haine de l'islam et des musulmans. On le voit bien, ça, aujourd'hui. Quand les gens pensent que l'islam regardez ce que le ministre du Pays-Bas qui vient de dire, en fait. Il vient d'être intronisé. Regardez ses propos. D'accord. Donc, évidemment qu'il ne s'agit pas de. Moi, j'ai pas parlé de la partie juive. Je te dis pas que les juifs ne méritent pas ce terme. Ce que je dis, c'est que les musulmans, en utilisant le terme islamophobie, on fait pas le poids. Évidemment que tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es islamophobe? C'est un droit. Il va te dire. Tu sais, moi, j'estime que celui qui a peur de l'islam, dans le contexte actuel, je peux le comprendre. Mais par contre, c'est pas à la hauteur de ce qu'on vit. C'est pas de la peur. On n'est pas face à de la peur des musulmans, là. On vit pas face à ça. J'ai une question. Sommes-nous en droit d'en attendre plus des gouverneurs arabes? Tu sais, Sato, je, je- je te dirais oui, mais en même temps, c'est très dur de gouverner. Tu vois, il y a des éléments pour savoir exactement si leur décision est bonne ou pas. Il faut avoir tous les éléments. Et il y a des éléments en géopolitique qu'on ignore, tu vois. Parfois, il y a des décisions qu'ils prennent. Regarde, c'est comme le prophète sallam quand il a fait Hudaybiyah. D'accord? Quand il y a eu le pacte de Hudaybiyah, c'était une décision géopolitique. C'est-à-dire qu'il est là, lui, il est à Médine, et il donne, et là, il veut aller à la Mecque. On interdit l'accès. Mais il met en place un traité de paix dans l'objectif que les musulmans puissent circuler en toute sérénité, en toute quiétude. Ça n'avait pas plu à beaucoup de Sahaba qui étaient là parce qu'ils n'avaient pas compris euh, le, 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 le- le bien fondé du pacte, mais dans l'absolu, on a vu ce que ça a donné. Ça a permis derrière Fatah al-Mecca. C'est-à-dire que les musulmans sont arrivés à récupérer la Mecque sans une goutte de sang, sans effusion de sang, sans un échange, parce qu'ils sont arrivés en nombre, parce que ça a été un terrain fertile à la dawa. D'accord, ça a été un terrain fertile à la dawa. Donc, parfois, ça peut t'arriver de prendre des décisions qui te paraissent en apparence contre nature, mais il te faut tous les éléments. Pourquoi, par exemple, tu sais pas, est-ce que les musulmans, par exemple, sont suffisamment unis pour faire face à la pression que vont vivre, par exemple, les pays qui refusent de collaborer, par exemple? Parce qu'on sait que de toute façon, c'est comme ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand tu refuses de collaborer avec les superpuissances, ben, ils te mettent la pression. D'accord? Il y a des coups d'État, guerre civile, et ils peuvent même implanter la guerre dans ton pays. Est-ce que, et là, parfois, le- 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 la décision des gouverneurs,
elle se, elle est dans l'intérêt de la paix dans le pays. Mais nous, on le voit pas ça. Nous, on a l'impression qu'il peut dire oui ou non quand si toi je te proposais un choix entre le steak et les merguez. Ça n'a rien à voir. Derrière, il y a des gros enjeux. Des fois, on se rend pas compte derrière derrière il y a des décisions qui sont dans l'intérêt de la paix. Des fois, la guerre, il faut l'assumer. Le conflit, il faut l'assumer derrière. Il faut être capable de l'assumer. Et donc, on ne peut pas comprendre certaines décisions des gouverneurs tant qu'on ne se rend pas vraiment compte des décisions qu'ils ont à prendre. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé en Irak. Quand les gens se sont retournés contre Saddam Hussein, c'est après qu'ils se sont rendus compte du bien que faisait Saddam Hussein. Mais ça, ils se sont rendus compte de ça après. Au départ, ils étaient persuadés que c'était un tyran et qu'il était. Mais c'est après, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Ils se sont rendus compte que finalement, ce que leur proposaient les Américains, c'était pas mieux. Que derrière, en fait, c'était spoliation de biens, c'était un braquage à visage découvert. Et ils se sont rendus compte de ça après. Pareil hein, pour la Libye de Kadhafi. Les gens se sont dit, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le pays, il est pire que maintenant. Il est pire qu'avant. Il est pire. Les Libyens avaient énormément de droits, ils avaient énormément de choses. C'est pire aujourd'hui. Il y a de l'esclavage, il y a du truc. Le pays, il est ingérable. Et la déstabilisation de la Libye a amené derrière a amené le terrorisme dans le Sahel. D'accord? Ça a amené le terrorisme dans le Sahel. Derrière, il y a eu des kidnappings, il y a eu des rapes, des kidnappings, des meurtres, des sites, du pillage. Mais c'est parce que justement, le combat que menait Kadhafi contre le terrorisme, il est venu et il s'est glissé dans le désert du Sahel. Donc ça veut dire qu'il y a... Des fois, on se rend pas compte. Des fois, on se rend pas compte des conséquences. Et c'est après qu'on réfléchit. Donc ça veut dire que des fois, moi je suis d'accord. Mais est-ce qu'on a les... Dans l'absolu, est-ce qu'on est suffisamment coordonné? Est-ce qu'on est suffisamment unis? Est-ce qu'on forme suffisamment un seul bloc pour pouvoir tenir tête, d'accord, aux gens qui nous promettent la guerre, en fait, quelque part, si on collabore pas? Des fois, on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas. Il faut avoir tous les éléments, en fait. Froidement, c'est facile à dire oui, effectivement, on a le droit de s'attendre beaucoup de choses, mais des fois, il faut faire attention à des éléments qu'on n'a pas. Parce que pour prendre une bonne décision, il faut avoir tous les éléments. Des fois, on a même du mal à gérer notre propre famille. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut avoir tous les éléments. Et je vous le dis parce que j'ai un certain recul en géopolitique. C'est pour ça que je vous dis ça. Euh, Parfois, euh, euh, vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui me disait ouais, je comprends pas. C'était quelqu'un qui venait du Maroc qui me disait je comprends pas. Il y a un problème entre les Dakhili, ils appellent ça les gens qui sont dans les terres, les Dakhiliya et les gens des villes. Ils sont mieux payés par le roi que les gens qui vivent dans les villes pour le même travail. Et ils sont en train de dire le roi, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Loin de là de dire que le roi est parfait, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je lui pose la question, je lui dis ouais, mais est-ce que dans ces endroits-là, il y a des ressources là-bas? Personne là me dit oui. Je lui dis ben donc, tu as compris. Parce qu'en fait, il est en train de payer la tranquillité du pays. Parce que si il y a des insatisfaits, parce que dans tous les pays, il y a des insatisfaits, surtout dans nos pays, ben, qu'est-ce qui se passe? Les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent par la porte des insatisfaits. Et ils déstabilisent le pays comme ça. Ils soulèvent le pays, coup d'État, on veut déposer, etc. Demandez aux Tunisiens qui critiquaient Ben Ali. Et demandez-leur aujourd'hui s'ils ne préféraient pas quand Ben Ali était là. Hein, le printemps arabe. Hein, ça qui a amené tout le souk qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'il y a des trucs, il faut faire très attention. Il faut avoir un peu plus de recul. Et je vous le dis, c'est pas évident, c'est pas tranché. Mais évidemment que dans l'absolu, dans un contexte où on est soudé, dans un contexte où on est uni, dans tout ce contexte-là, évidemment que, bien sûr qu'on serait en droit d'en attendre plus. Mais les gens ne veulent pas de ça. Je vous fais par exemple un parallèle. Bachar al-Assad, qu'est-ce qu'il a voulu faire?
Bachar al-Assad, parmi ses stratégies, il avait une stratégie qu'on appelle la stratégie des quatre mers. Vous vous renseignerez sur cette stratégie. C'est ça qui a valu la guerre en Syrie. Et on a armé les terroristes, hein. Attention, hein, Daesh, Zarma, ils se lèvent comme ça du jour au lendemain. Peu de temps après le départ des Américains, mon œil. Donc ça veut dire que la stratégie des quatre mers, c'est-à-dire qu'en gros, lui, ce qu'il voulait, c'était que les Arabes se soudent et travaillent autour du contrôle des ports pour pouvoir contrôler le commerce, notamment de l'hydrocarbure. Mais vous croyez quoi? Ben, les Américains n'ont pas voulu. C'était impossible, les Occidentaux ne voulaient pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour pouvoir faire chuter Bachar al-Assad. À cause de cette stratégie. Il a sillonné le Moyen-Orient, hein. Il est parti partout. En Turquie, en Arabie Saoudite, en Iran. Il a sillonné partout où c'était possible dans le but de faire acheminer, faire un couloir, si tu veux, des pipelines qui devaient circuler et partir vers la Méditerranée. Et en plus, ils ont découvert en Syrie, dans l'arche de la Syrie, des gisements de pétrole. Donc ils voulaient contrôler tout ça. Mais c'était impossible pour eux. Pourquoi? Parce que et Bachar al-Assad, selon sa stratégie, c'était évidemment de contrôler les mers dans le but de contrôler et d'avoir un Moyen-Orient et un Moyen-Orient fort. Eh ben, ils n'ont pas voulu. Et heureusement qu'il y avait Poutine derrière, sinon il serait tombé. On part d'une époque où, à l'époque, euh, en France, par exemple, le président français, il dit par exemple que Bachar el-Assad ne mérite plus d'être sur Terre, par exemple. Il va dire des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez. Un homme politique français qui veut la mort d'un homme politique. Et qui le dit ouvertement. Qu'il doit mourir. Qui disent que Jamaat al-Nusra fait du bon travail. C'est Fabius qui dit ça. Et, et il était ministre à l'époque. Hein. On parle d'un homme d'État français. Et Jamaat al-Nusra, c'est un groupe terroriste. Parce qu'à ce moment-là, ils travaillent pour leur cause et ils sont là pour faire sortir Bachar parce qu'il avait des idées qui ne plaisaient pas. Et là, derrière tous les conflits, vous verrez des intérêts qui dépassent. Très, Inch'Allah, je me suis éloigné un peu. Mais en tout cas, vous comprendrez qu'il faut faire très attention. Faire très attention. Des fois, nous, on banalise le fait qu'il y ait des intérêts, on banalise le fait, on banalise les décisions. Parce que derrière, quand tu fais des décisions, quand on prend des décisions, on a l'impression, regardez ce qui s'est passé. Parce qu'il a voulu le bien du Moyen-Orient, ben regardez la Syrie, comment elle est devenue. D'accord? Regardez la Syrie, comment c'est devenu. D'accord? Et on parle même pas du fait c'est des chiites, pas des chiites, on ne rentre même pas dans cette porte-là. Ce sont des êtres humains qui ont la malchance de vivre, d'avoir sur leur sol des richesses dont l'Occident et les pays les plus puissants envient. C'est ça le fond du problème. Donc il faut donc les décisions des hommes politiques, il faut est-ce qu'on est prêt à est-ce qu'on est suffisamment unis, est-ce qu'on est suffisamment structuré pour assumer derrière les conséquences? Parce que les conséquences, c'est pas n'importe quoi. D'accord? Les conséquences, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je suis très prudent dans la condamnation, entre guillemets, des gouverneurs. Il faut faire très attention. Évidemment qu'on aimerait, dans le meilleur des mondes, qu'il y ait beaucoup, qu'il y ait plein de choses qui soient faites, mais en même temps, parfois, ils coopèrent parce que derrière, ça permet au pays de vivre mieux. D'accord? Ça permet au pays de vivre mieux. En tout cas, d'être dans la paix. Pas dans un truc parfait, mais au moins, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Regardez dans les pays qui sont déstabilisés par la guerre et regardez comment ça se passe. Hein. Sommes-nous en droit d'attendre?
On va bien avec les féministes qui prennent pas la défense des femmes musulmanes à propos de le voile, par exemple. Bien sûr, Jetmir, bien sûr. Moi, j'entendais surtout sur le plan économique. Ouais, bah, sur le plan, mais c'est la même chose, Sato. Ce que je disais, l'exemple de Bachar al-Assad, à la base, c'est une réorganisation sur le plan économique, hein. D'accord? C'est une réorganisation sur le plan purement économique. C'était pas une organisation militaire, hein, c'était juste en fait, à partir du moment où tu veux t'organiser économiquement, il y a des gens dans le monde qui décident que tu ne peux pas le faire. Voilà. C'est-à-dire que tous les gens qui ont une politique énergétique et ou économique indépendante, eh ben, ils sont les ennemis des gens dans le monde. Et il faut l'entendre, hein. D'accord? Il faut l'entendre. Il y a des gens, ils ne veulent pas. C'est-à-dire que tu t'organises économiquement, il y a des gens qui ne veulent pas que tu décides. Kadhafi, pourquoi il se fait liquider? Ben, la raison pour laquelle il se fait liquider, c'est parce que dans ses projets, il avait un projet panafricain où il voulait créer une monnaie africaine, il voulait lui-même financer des satellites, etc., que l'Afrique s'émancipe. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Donc même si, que ce soit militairement ou économiquement, ils te laisseront pas faire. Ils te laisseront pas faire. C'est qu'une question d'intérêt, en fait. Personne se bat pour des convictions. Non, bien sûr, il n'y a qu'une question d'intérêt. C'est simple. En géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts en géopolitique. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. C'est une question. Si un jour les gouverneurs proclament le djihad, est-il légitime? Ça dépend pourquoi, en fait. Ça dépend pourquoi le programme, pourquoi, à cause de quoi. Et puis, il faut que nous, on soit structurés et unis. Tu ne déclares pas comme ça. C'est impossible. Regarde bien l'exemple. Peu de temps après la déclaration de l'État d'Israël, il y a eu un conflit en 48 tout de suite, qui s'est déclenché contre justement cet État. Qu'est-ce qui s'est passé? La Jordanie, l'Égypte, le Liban, ils sont tous venus. Mais ils sont tous venus pour leurs propres intérêts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, la guerre des 6 jours, elle est après. Mais qu'est-ce qui s'est passé après cette guerre? En 48, eh ben, ils ont tous perdu. Chacun, il s'est retourné. Il est retourné après. D'accord? Donc ça veut dire que il y a ils se sont tous rentrés. Quand ils sont rentrés lors de la guerre des 6 jours, qu'est-ce qui s'est passé? L'objectif des Égyptiens, c'était de récupérer, euh, comment dirais-je, leur objectif à eux, c'était de récupérer ce qu'ils avaient perdu. Parce qu'ils avaient perdu le désert du Sinaï, etc., etc. L'objectif à eux, c'est de récupérer ce qu'ils avaient perdu. Non, 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 ouais, c'est pas péjoratif. C'est que la guerre a duré 6 jours, c'est tout. D'accord? En 67, la guerre, elle a duré 6 jours. Mais leur objectif à eux, c'était de récupérer ce qu'ils ont perdu. Le Liban, ils voulaient récupérer la Syrie voulait récupérer le plateau du Golan qu'ils avaient perdu. La Syrie voulait récupérer ça. L'Égypte, ils voulaient récupérer la péninsule du Sinaï qu'ils avaient perdue. D'accord? Lors de la guerre de Kippour. D'accord? Il y a eu la guerre de Kippour, donc ils l'ont perdu lors de la guerre de Kippour. Et leur objectif, c'était de récupérer les territoires qu'ils avaient perdus. Finalement, le sort des Palestiniens, on ne sait pas si c'était un vrai intérêt. Donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas structuré et uni, mais vous imaginez, Israël, il y avait 4 pays qui y ont été, tu repars bredouille. C'est qu'il y a un problème. D'accord? C'est qu'il y a un problème. De toute façon, historiquement, Allah il met baraka quand il y a l'union. Même si c'est un petit groupe. Quand il y a l'union, oui. Même si on est nombreux, c'est Badr par exemple, petit groupe mais uni, tu gagnes. Grand nombre mais pas structuré, ça donne Uhud. D'accord? Ça donne Uhud où, même si certains disent que c'est pas une défaite, mais ça y ressemblait en tout cas. C'est parce qu'ils n'ont pas coopéré ensemble, chacun. Bien sûr, premier mois, bien sûr, chacun pour ses propres intérêts. Il faut comprendre que le territoire palestinien, à la base,
Ce n'était pas un pays, la Palestine. La Palestine, c'était une région. Donc, quel était leur intérêt? Ils sont venus, pourquoi Jérusalem-Est, ça s'appelait la Cisjordanie? Et la Jordanie, ils sont venus en conquête, récupérer une part de la Palestine, de profiter du chaos. Il y a pas de, on a appelé ce territoire la Cisjordanie, ça s'appelle pas la Palestine. C'est chacun, on vient pour ses propres intérêts. C'était une région, la Palestine, c'était pas un pays. C'est ça le problème, le malheur des Palestiniens, c'est qu'ils n'ont jamais eu leur indépendance, ils n'ont jamais eu de territoire avec des frontières bien délimitées. Et les premiers qui se sont déclarés très rapidement, c'est Israël. Alors Sato est dit plus haut, mais pourquoi ce terme est exclusivement lorsque l'on sait que les Sémites englobent pas que les Juifs? Bah en fait, que je te disais, Sato, pourquoi? C'est parce que le terme antisémite, c'est parce qu'en fait on les a laissés, on les a laissés s'approprier ce mot. Tout au plus, on a le droit de s'approprier ce mot parce que les Arabes font partie des Sémites, mais tout au pire, s'ils ont mis un, s'ils ont posé le nom à la SACEM, eh ben, eh ben, on doit mettre un autre mot. C'est-à-dire que hein, s'ils ont posé le nom à la SACEM, il faut employer un autre mot. Il faut venir avec peut-être anti-islam, d'accord, un mot fort qui veut. En fait, quand je te dis anti-islam, tu comprends qu'il y a une notion de haine quelque part. Il y a une notion, c'est physique en fait ton problème avec les musulmans. Islamophobie, ouais, on peut accepter comme ne pas accepter. Comme ils disent les Anglais, you know what I'm saying? Les Américains plutôt. Quand l'Empire ottoman est tombé, la Palestine était neutre, c'est ça. En fait, c'était une région qui appartenait quand l'Empire ottoman était tombé. En fait, c'est une région qui se sont partagées successivement. C'était à l'époque des Romains, même avant. C'est à l'époque des Romains, avant ça les Grecs aussi, pareil, hein. D'accord, c'était une région. D'accord, c'était une région. C'était une région. Ils appelaient les Grecs, c'était à l'époque, ils appelaient ça la Philistie. Mais parce que les Philistins y étaient, ils appelaient ça la Philistie, ensuite les Romains, ensuite et ainsi de suite, tu vois. Les Romains, c'était une région. Les Romains, après, quand l'Empire ottoman a récupéré le territoire, d'accord, quand les Ottomans ont récupéré le territoire, c'était une région ottomane. Ça n'a jamais été indépendant. Vous savez, dans les années 40, entre 43 et 46 de mémoire, le Liban, la Syrie, etc., tous ces pays-là prennent leur indépendance. Le seul pays qui n'a pas son indépendance, c'est la Palestine. Bizarrement, hein, bizarre, hein, c'est le seul pays qui n'a pas son indépendance. Parce que derrière, il y avait le lobby sioniste qui poussait et qu'il était et que c'était impossible de leur donner leur indépendance dans ce contexte. Exactement, Irman. C'est le premier travail qu'il faut qu'on fasse. Les mots, ne pas tout accepter. Ne pas tout accepter. C'est comme par exemple, allez, je vous donne un petit. Par exemple, par exemple, qu'est-ce qu'on dit du prophète sallam? Ouais. Non, par rapport à lui, par exemple. Par rapport à sa connaissance, par exemple. Leur confiance.
Par exemple, quand on dit au prophète sallam, par exemple, par exemple, on va dire que le prophète sallam, il était un illettré, par exemple. On va dire de lui, c'était ummi. La définition qu'on va donner, c'est illettré. Le, comment t'expliquer? L'illettré, c'est quelqu'un qui a reçu une forme il a reçu une instruction, un illettré. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui, peut-être, on va dire quelqu'un, même si aujourd'hui, on va le définir comme quelqu'un qui n'a pas reçu d'instruction. Mais en vrai, un illettré, c'est quelqu'un qui a du mal à lire ou à écrire. Mais c'est quelqu'un qui a reçu une instruction. Est-ce que vous me suivez? Le vrai terme pour qualifier le prophète, parce que pourquoi la choubohat, c'est quoi? Si on dit le prophète c'est un illettré, on ne nie pas qu'il aurait reçu une information avant sa révélation. Or, s'il est analphabète, c'est qu'il n'a reçu aucune instruction. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Regarde, un analphabète, c'est quoi? C'est quelqu'un, regarde, quand on lui dit Iqra, quand on lui dit Iqra, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam? Il dit je ne sais pas lire. Je peux pas lire. Je ne sais pas lire. D'accord? C'est quelqu'un qui ne sait pas lire. L'illettré, dans sa définition, il englobe aussi des gens qui ont du mal à faire quelque chose. Mal à déchiffrer, mal à lire, mal à écrire. Mais on décrit quelqu'un qui a soit qui a reçu une information, qui a perdu cette instruction, soit on parle de quelqu'un qui a du mal. Mais on parle de quelqu'un qui a reçu quelque chose. Est-ce que tu comprends? Un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout. Il n'a jamais reçu d'instruction, jamais été à l'école, jamais. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc ça veut dire que une définition qui serait plus adaptée, c'est de dire que le prophète sallam serait analphabète. Illettré, quelqu'un peut rentrer et dire ouais, mais s'il est illettré, bah, c'est qu'il a pu recevoir une instruction. Parce que dans une instruction, peut-être religieuse ou quoi, qu'est-ce, parce que dans les définitions, il y a aussi une définition selon laquelle il a reçu l'instruction. Et d'après les choubouhet qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Ils vont dire que l'islam est une influence d'une, d'une version syriaque de l'Église, si tu veux. D'accord? C'est ce qu'ils vont dire. On ouvre la porte à cette interprétation, à cette choubouha, par exemple. Est-ce que vous me comprenez? Le terme que moi j'aime, je préfère mieux, même si pour quelqu'un d'équilibré, on va s'entendre. Si je te dis illettré, toi tu vas comprendre. Tu vas comprendre que il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. C'est d'ailleurs ce que l'histoire dit. Quand il a reçu Iqra, il dit je ne sais pas lire. Mais, euh, mais, 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 euh, mais le vrai terme, c'est que c'était un analphabète. Il n'a jamais reçu d'instruction, il n'a jamais su lire, il n'a jamais su écrire. Exactement, il y avait pas, il était loin de tout ça après de ça. Il n'a pas reçu d'instruction pour pouvoir lire, pour pouvoir écrire. Il n'a pas. Ah, oui, parce que le Coran, c'est une révélation, donc ça ne pose pas de problème, ça ne pose pas de problème. C'est une révélation. Et c'est pas lui qui l'a écrit, s'il avait des scribes. Alors, Baptiste Salam est passé d'un alphabet pré-révélation à illettré. Non, puisque l'illettrisme, ça mettrait en avant le fait qu'il a eu des difficultés, après, alors que non, il était parfait connaisseur de ce qu'il faisait. On ne parle pas de ça. On parle juste de la définition du mot. Si on te dit le prophète Salam c'était un ummi, c'était un illettré, c'est-à-dire qu'au moment où on lui demande de lire, il en a l'incapacité en fait. L'incapacité, pas, il en a pas du mal, il en a l'incapacité. Parce que l'illettrisme, ça met en avant un manque de maîtrise, si tu veux. On peut y mettre quelqu'un qui sait lire, mais qui ne maîtrise pas la lecture, par exemple. Tu vois. Pareil pour l'écriture, quelqu'un qui ne sait, il sait écrire, mais il maîtrise pas.
D'accord? Il y a une notion de maîtrise. Ça ne veut pas dire que l'enseignement, tu l'as pas reçu. Or, le prophète sallam, c'est un analphabète total. Bref, c'était une petite réflexion. Si vous avez des objections, il n'y a pas de problème. Je suis tout oui, mais en tout cas, c'est une réflexion sur laquelle, des fois, sur des mots comme ça, eh ben, sur des mots sur lesquels on peut poser des mots comme ça, et puis derrière se mettre en grande difficulté. Se mettre en grande difficulté. Donc la bataille des mots, c'est la première bataille qu'on doit gagner. Que ce soit, vous savez, les savants, la première chose qu'ils font quand ils font une fatwa, c'est la première chose qu'ils font, c'est le concept définitionnel. Ils reviennent à la définition du mot. Toujours. C'est-à-dire qu'ils vont jamais te répondre à quelque chose sans déjà, dans un premier temps, revenir à sa définition même. C'est-à-dire que si la définition on est d'accord, à partir de ce moment-là, on peut construire. Si la définition n'est pas d'accord, on ne peut pas construire. Parce que toi, tu vas construire sur base de quelque chose qui est contraire qui ne, tu vois, on construit notre argument pas sur les bonnes bases. Donc la première des choses, c'est être d'accord sur le sens, sur le mot. C'est comme ça qu'on peut avancer correctement. Sourate 96, homme de l'ombre. Sourate 96. En tout cas, c'est les premiers versets qui lui ont été révélés. Exactement, exactement, Yanis. C'est quelque chose, c'est scientifique, ça. Ça, c'est très vrai. C'est très vrai, Yanis. C'est la définition, c'est exactement ça. C'est ce qui fait, par exemple, l'une des disciplines les plus compliquées et les plus complexes, c'est la philosophie. Le problème de la philosophie, c'est ça. C'est ilmul kalam, c'est que chaque philosophe, il va avoir peut-être quelque part sa propre définition d'un concept. Partant de ce principe, ils peuvent même se rentrer dedans, en fait, quelque part. Des fois, ils peuvent même se... C'est une discipline très compliquée, la philosophie. C'est bizarre que nous, en islam, on peut sortir de ça, la ilmul kalam. Non pas que c'est pas quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Parce qu'à partir du moment où tu prends 10 personnes, et 10 personnes peuvent avoir eux-mêmes une définition différente, tu peux pas construire sur cette base. C'est compliqué. Oui, c'est par révélation, homme de l'ombre. C'est par révélation. Ouais, il n'y a pas de... y a pas de papier, évidemment, pas de livre. C'est après que le Coran, il est arrivé par écrit. Bah, on n'était pas là, là où Harlem. Peut-être qu'il lui a présenté quelque chose, Djibril, on ne sait pas. D'accord? À vrai dire, tu vois. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il le prend, etc. Après, il lui dit lis. Peut-être qu'il lui a montré quelque chose que là où Harlem, que lui pouvait voir à ce moment-là, que lui c'est le seul à pouvoir voir à ce moment-là. C'est peut-être ce qu'il lui demande de lire. C'est ce qui ferait, ce qui peut peut-être expliquer le fait que l'ange lui dit lis. Il lui a peut-être présenté quelque chose. De toute façon, d'après ce qui est révélé, c'est que le Coran, il est descendu jusqu'au premier ciel. Et ensuite, il a été descendu à dose homéopathique. Mais qu'il est descendu jusqu'au premier ciel. Camille. Et voilà, quand. Ça, on va pas tarder à atterrir, Inch'Allah. Ta'ala.
On a des certitudes jusqu'à Adnan, premièrement. On a des certitudes jusqu'à Adnan, après ça diverge un peu. Mais on a des certitudes au moins jusqu'à Adnan. Au moins jusqu'à Adnan. Bah, Irman, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est très intéressant. Et c'est tout le jeu de. C'est tout le jeu. On revient sur le sujet que l'on traitait aujourd'hui, par exemple, le combat des mots. Exemple, ça c'est un exemple type de combat que l'on ne doit pas perdre. Parce que le terrorisme, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un il peut me, est-ce que quelqu'un il peut m'expliquer c'est quoi le terrorisme? Amin, 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 qu'Allah te récompense, Elias, qu'Allah te récompense. Exactement. Le principe, c'est de faire pas. En fait, qu'est-ce qu'on comprend à travers ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on comprend? Que le terrorisme, c'est une méthode. D'accord? Le terrorisme, c'est une méthode, c'est une action, c'est une méthode. Mais c'est quoi le Hamas? Le Hamas, c'est un mouvement de résistance. Que vous comprenez? Ça veut dire que le combat qu'ils essaient de gagner, c'est de dire que, en fait, tu peux très bien être un mouvement de résistance et avoir recours au terrorisme. Attention, c'est pas des choses qui sont liées. Comme tu peux être une armée régulière, d'accord, je sais pas, l'armée, le Tsahal, par exemple, au hasard, hein, comme par hasard. Le Tsahal, tu peux être l'armée américaine, tu peux être l'armée française, l'armée chinoise et employer des méthodes terroristes. En fait, il faut comprendre quand on parle de terrorisme, de quoi on parle? On parle de méthode. D'accord? On parle de méthode, c'est d'obtenir ce que tu veux par le biais de la peur. C'est-à-dire d'envoyer, c'est-à-dire en tuant des civils, en s'occupant, en touchant soit le matériel, d'accord, en touchant les biens, en touchant les personnes, les civils. Et ben ça, c'est des actes de terrorisme. Mais et ça, c'est obtenir ce que tu veux par la terreur. D'accord? En cela, si on a compris que c'est une méthodologie, le Tsahal n'a rien à envier à ce que le Hamas a fait le 7. D'accord? Le Tsahal n'a rien à envier dans ses actions. N'a absolument rien à envier dans ses actions à ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Parce que parce que c'est une armée moderne, etc., avec des armes lourdes, l'une des armées les mieux équipées au monde, et qui obtient ce qu'elle veut, qui tente d'obtenir ce qu'elle veut par le biais de la terreur. D'accord? Par le biais de la terreur. Donc il ne faut pas confondre l'armée en tant que telle et de l'autre côté, la méthodologie qui est utilisée dans le but d'obtenir ce que tu veux. Ça, c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas faire. D'accord? Et donc, comment il s'appelle? Ce, euh, comment dirais-je? Euh, le Hamas, il est qualifié de terrorisme alors qu'on peut parler de leur acte parce que eux, ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est d'essayer de faire passer ce mouvement de résistance comme un mouvement de terrorisme pur et dur. Alors que les sionistes, eux, les premiers, pour qu'ils soient reconnus par les Britanniques, qui étaient à l'époque la première puissance mondiale, ont eu recours aux actes de terrorisme. Ils ont commis des attentats, ils ont tué des civils, ils ont bombardé des hôtels. C'est-à-dire que c'était une méthodologie qu'ils ont utilisée. Et beaucoup d'hommes qui faisaient partie des grands mouvements euh, dits terroristes de l'époque, mais qui pour eux étaient des mouvements de résistance. C'est-à-dire que le terrorisme, en fait, l'appellation terrorisme ou résistance dépend du point de vue. C'est-à-dire qu'évidemment, du point de vue des Palestiniens, le Hamas, c'est un mouvement de résistance. Du point de vue des Israéliens et de tous ceux qui les défendent, vont dire que c'est des terroristes. D'accord? Et en fait, c'est quelque chose de très subjectif. C'est comme ça dépend de où tu te places. Ça dépend de où tu te places. Mais chacun, ils vont être qualifiés soit de terroristes, d'armées de résistance en fonction, entre guillemets, entre guillemets, du position dans lequel ils se positionnent, tu vois. Oui, là, on voit la vérité commence à sortir, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Bien sûr, après, il y a beaucoup d'intellectuels qui commencent à leur dire attention, attention, attention. Il y a une différence, tu vois, cette nuance entre ce qu'ils ont utilisé comme méthodologie et le fait de sortir. Parce que le fait de dire que le Hamas est un mouvement terroriste, c'est comme s'il n'était assoiffé que de sang. C'est-à-dire qu'on le sort du contexte historique. Par exemple, comment on peut justifier, par exemple, que les sionistes ont utilisé des attentats terroristes pour obtenir gain de cause auprès des Anglais? Mais on peut comprendre par rapport au contexte de l'époque où ils voyaient en cette terre, en cette terre de Palestine, outre une idée très idéologique, mais il y avait aussi, c'était le seul espoir, leur seul espoir, où ils allaient être acceptés en Europe, personne ne voulait d'eux. Aux États-Unis, depuis 1924, les États-Unis avaient fermé leurs frontières. Donc beaucoup avaient glissé vers l'Amérique du Sud, notamment en Argentine, mais personne ne voulait d'eux. On se rappelle du bateau, l'Exodus, qui était parti, qui a dû revenir pour truc. Les Anglais, ils n'ont pas voulu d'eux, ils sont partis à Chypre et ils sont revenus qu'après, après la proclamation de l'État d'Israël. Ça veut dire qu'il y a personne ne voulait d'eux en Europe. Donc, quand, euh, quand ils ont utilisé cette méthodologie, c'était dans le but d'obtenir ce qu'ils cherchaient par le moyen de la terreur. Amin, amin, amin. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent. Exactement, ça fait partie, c'est intéressant, ton point de vue, homme de l'ombre, bien sûr. Euh, diaboliser, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on justifie tout, en fait. Or, il y a la méthodologie qu'on, évidemment, on condamne en islam. Attention, on ne s'attaque pas aux civils, même en temps de conflit. On ne s'attaque pas aux civils, on ne s'attaque pas aux enfants, on ne s'attaque pas aux vieillards, on ne s'attaque pas aux arbres, on ne s'attaque pas aux animaux, on ne s'attaque pas aux gens de foi, on ne s'attaque pas aux lieux de culte. C'est-à-dire que c'est très strict et très cadré. D'accord? Donc évidemment que s'attaquer à des civils, à des gens totalement innocents qui n'ont rien demandé, évidemment que c'est quelque chose que l'islam condamne. De l'autre côté, il ne faut pas se faire avoir par les termes. D'accord? Il ne faut pas se faire avoir par les termes. Exactement, Sato. C'est pour ça que je vous dis que le premier travail qu'ils font, c'est un travail de définition. C'est-à-dire que à leur manière, si vous voulez, à leur manière, ils font accepter aux gens des définitions. Ils font accepter à leur manière, accepter les gens, définitions. Intervenir au plateau TV, je te jure. Ah, je préfère Discord sur YouTube, je préfère. Je préfère. Ah, bien sûr, ils aiment, c'est ce qu'ils veulent faire, ils aiment de toute façon, à partir du moment, diaboliser l'ennemi, ça fait partie de ce qu'un historien, il a appelé les principes de propagande de guerre, d'accord? Un spécialiste en géopolitique. Il a appelé ça les principes de propagande de guerre, c'est-à-dire qu'on inverse, c'est-à-dire qu'on monopolise le débat, c'est monopoliser le débat, inverser l'agresseur et l'agressé, cacher les vrais intérêts, et, euh, et évidemment, euh, comment dirais-je, euh, ouais, l'inversion entre l'agresseur et l'agressé. C'est ce que disait bien même Malcolm X, hein. C'est bien que si on écoute les médias, on va se mettre à aimer les agresseurs et détester les agressés. Alors, ça, c'est le jeu. C'est le jeu de la propagande.
Bien sûr, ils veulent déshumaniser, bien sûr, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais après, ce qu'ils font, et c'est le bon côté de la période dans laquelle on vit, c'est c'est le bon côté de la période que l'on vit, c'est que, évidemment, qu'il va y avoir des limites dans ce qu'ils font. Parce qu'il y a un moment donné, c'est ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens leur disent, bon, il va falloir que vous vous calmiez dans votre méthodologie, dans ce que vous faites, parce que là, ils sont en train de se rendre compte que peut-être que le 7 octobre n'était qu'un prétexte en vrai. Donc les gens sont en train de se rendre compte de ça, et il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer là actuellement. Il y a peut-être un truc là. Il y a peut-être un truc qui est en train de se passer là. Mais attention, après, nous, selon nos sources, on sait que le Mahdi, par exemple, il ne va arriver que dans un contexte où il n'y a pas un endroit sur Terre où le musulman ne sera pas persécuté. C'est-à-dire il faut être conscient aussi que dans nos sources, euh, la montée de l'anti-islam, ça va aller crescendo. D'accord? Ça ne va aller que crescendo. Ça, il faut aussi en être conscient. C'est pour ça qu'on dit que notre meilleure arme à nous, c'est d'augmenter notre foi. C'est ce que le prophète Sam, il a dit même quand il a parlé de Masih Dajjal. Quand il a parlé de Masih Dajjal, il disait que il l'a parlé, eux, ils avaient peur. Et il leur a dit, bon, quand il est sorti, c'était en train de parler de lui. Il a dit, de quoi discutez-vous? Il a dit, on parle de Masih Dajjal et voilà, tu vois, ils avaient un peu de pression. Il dit, écoutez, si il sort et que je suis parmi vous, je m'en charge. Subhanallah. Les prophètes sallam, les hommes, hein, comme il dit les frères algériens, les hommes. C'est-à-dire, il est arrivé et il dit, écoutez, si Masih Dajjal il sort et que je suis avec vous, je suis parmi vous, je m'en charge. Mais par contre, s'il sort et que je ne suis plus parmi vous, vous avez tous en vous de quoi le combattre. D'accord? De quoi le confondre. Ça veut dire, et ça, c'est la foi. C'est le fait de travailler la foi, le fait de travailler toutes ces choses-là. Les épreuves qui vont nous arriver, c'est par la foi qu'on va les surmonter. Par la foi, première chose, c'est d'augmenter sa foi. La lecture du Coran, le fait de parler d'Allah, de son messager, la connaissance d'Allah, le fait d'apprendre, le fait de transmettre, le fait tu vois, les actes de générosité, tu vois, d'augmenter sa foi, c'est par ça que l'on va résister à tout ce qui est en train de se passer. Ça, c'est la première des clés. Et la deuxième des choses, c'est vraiment aussi de s'organiser, d'être très organisé. Tu vois, de s'organiser, c'est l'une des clés aussi. Est-ce que l'opinion publique compte vraiment autant que ça? C'est-à-dire, quand tu dis opinion publique, est-ce qu'il compte vraiment de ça? Tu parles de quoi? Quand tu parles de l'opinion publique, est-ce que l'opinion publique compte? De quoi parles-tu? Oui, oui, non, mais bien sûr que ça compte. Bien sûr que ça compte. L'une des raisons pour lesquelles, vous savez, il y a une stat. Il y a une stat. Une stat, c'est que depuis la création des États-Unis, ils ont provoqué euh, peut-être plus de 200 guerres à travers le monde. Mais ils en ont participé qu'à 16. Il y a eu un tournant, en fait. Ça veut dire que il y a eu un tournant dans l'histoire, c'est parce que la guerre les rend impopulaires. La guerre les rend impopulaires. C'est-à-dire que l'opinion publique, c'est pour ça que, en fait, pourquoi ils utilisent la propagande des médias? C'est pour que l'opinion publique soit derrière eux et soutienne leurs actions. Parce que, attention, ils ne sont pas dupes sur la force du peuple. Euh, le printemps arabe en est la preuve. Quand le peuple il veut se retourner, il se retourne. Tous les endroits où il y a des coups d'État, si le peuple se retourne, il se retourne. Donc ça veut dire que, par exemple, pour la guerre en Afghanistan, il y a eu énormément de pression du peuple. Pour la guerre en Irak, la même chose, énormément de pression du peuple. Ça veut dire que, évidemment, qu'il y a un moment donné, de toute façon, les hommes politiques, l'un des plus gros problèmes qu'ils ont combattu, c'était le fait que l'œil, les yeux des masses s'ouvrent. C'est pour ça qu'ils ont autant défendu Internet qu'ils l'ont combattu. Parce que justement, le fait d'avoir Internet aujourd'hui, ça te permet d'avoir des ressources et des informations que avant elles étaient totalement cachées. D'accord?
C'est eux qui pouvaient inventer l'histoire comme ils la voulaient. Aujourd'hui, tu peux plus cacher l'information. C'est fini. Donc, aujourd'hui, ils utilisent les médias justement pour mettre la masse de leur côté. C'est pour ça qu'il y a eu le... Je sais pas si vous vous rappelez le sketch des Guignols. Hein? Propagande. Quand il lui disait est-ce que tu es un Américain? Il lui disait oui, je suis un Américain. Donc, tu es pour la guerre en Irak. Il dit non, je suis pas pour la guerre en Irak. Donc, vous n'êtes pas américain. Il lui dit mais si, je suis américain. Donc, vous êtes pour la guerre en Irak. Il lui dit non, non, je suis pas pour la guerre en Irak. Donc, c'est bien ce que je dis, vous n'êtes pas américain. Il dit mais si, je suis américain. Donc, vous n'êtes pas pour la guerre, vous êtes pour la guerre en Irak. Tu vois, c'est les Guignols, ils avaient caricaturé le truc de l'époque. C'était parce que, et c'était très ça. C'est-à-dire que, en gros, on te martelait un truc, et aujourd'hui, il suffit de répéter suffisamment de fois un mensonge pour qu'il devienne une réalité. C'est-à-dire que, et à l'époque, c'est ce qu'on a dit. Si t'es un Américain, tu dois être pour la guerre en Irak. Si tu n'es pas pour la guerre en Irak, t'es forcément un anti-américain. Et donc, les médias sont utilisés pour ça, pour que la masse, elle soit d'accord. Pour que la masse suive. Pour que la masse se mette derrière eux. D'accord? Donc, ça veut dire que, donc ça veut dire bien sûr qu'ils se soucient de ce que le peuple et de ce que les gens pensent. Parce qu'ils savent que ça peut être un problème. D'ailleurs, c'est pour ça que quand Israël s'est rendu compte que l'opinion publique commence à changer, qu'il y a eu des questions qui commencent à se poser du côté d'Israël, parce qu'ils se sont jamais dit, évidemment, qu'Israël va être remis en question sur ses méthodes. Ils se sont jamais dit ça. C'est pour ça que l'un des généraux, il dit, mais vous prenez Israël pour une petite armée, pour qui vous... Et il l'a répété à plusieurs, parce que plusieurs fois, on lui pose la question, mais en fait, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire des dingueries quelque part? Tu vois? Donc ça veut dire que, en gros, voilà, on est parti en notre âme et conscience, on a fait le job avant, vous inquiétez pas, on n'est pas des fous. Sauf que, il s'avère qu'ils ont fait des choses vraiment contre nature. Et donc, eux, c'était pour eux ultra important, l'opinion publique, c'était quelque chose d'ultra important. Donc oui, pour répondre à ta question, l'opinion publique, bien sûr, ça compte pour faire pencher la balance. Pour faire pencher la balance, les différentes manifestations, le fait que le public gronde, le fait que les gens commencent à se poser des questions, le fait que. D'accord? On l'a connu, hein, cette propagande médiatique avec le Covid-19. Et on voit aujourd'hui, pareil, hein, avec le Covid, aujourd'hui, les gens sont en train d'ouvrir les yeux et sont en train de se rendre compte qu'on s'est tous fait berner. Hein. Vous avez vu la brandie de CNews, Marie Bentala. Donc oui, premier mois, c'est important et il faut qu'on participe tous à ça. Ça veut dire que on doit tous discuter, tous à notre échelle. Ça peut être en train de boire un café et discuter, vraiment discuter. Ça veut dire que discuter pour essayer que les gens réfléchissent, soit par la discussion, soit par le truc, soit par ceux qui ont des chaînes YouTube, ceux qui ont des réseaux de faire barrage aux fake news, en fait, de faire barrage aux fake news et aussi d'aller à la recherche de l'information. Hein. Quand il y a eu le 11 septembre, par exemple, ils se sont empressés d'aller dans Surat al-Tawbah, Surat Bartala, d'aller chercher les versets qui gênent pour essayer de prouver à l'opinion publique que l'islam serait un danger pour l'humanité et à ce moment-là, de justifier l'intervention américaine là-bas. D'accord. Euh, Heureusement qu'à l'époque, on avait un grand président, et vous comprendrez pourquoi je dis ça, qu'à l'époque, c'était Chirac, qui, lui, a refusé de suivre les Américains dans ce conflit. Pour lui, il avait, heureusement que la France était le deuxième pays doté de satellites et qui pouvait vérifier quand Colin Powell est venu en France. C'est-à-dire qu'il a vérifié les informations, est-ce que l'Irak avait des armes de destruction massive chez eux. Heureusement, et que lui, il a fait appel au service secret et leur a dit vérifier. Ils ont vérifié, ils ont dit qu'il n'y a rien. Et Chirac, il a dit on ne bouge pas. Ça a créé d'énormes problèmes, une énorme tension diplomatique entre la France et l'Amérique, parce que les Américains ils voulaient embourber tout le monde dans ce conflit. Et les Britanniques ont été, les Britanniques ont été, la France a refusé d'y aller. Et bizarrement, à cette époque-là, il n'y avait pas d'attentat en France. En Angleterre, il y en a eu, et aux States, il y en a eu. Mais pas en France. Et c'est là où je vous parle de grands présidents. Parce que les vrais politiques, elle est géopolitique.
Je vous dis pas qu'il a été parfait encore une fois, mais la vraie politique, elle est géopolitique, elle n'est pas dans la politique nationale, c'est du pipi de chat, ça. La réforme des retraites, tout ça, là, c'est du pipi de chat. Oui, oui, aujourd'hui, c'est documenté. Même Bush, quand on l'a interrogé, et c'est de ça, vous pouvez les trouver, les vidéos. Et on lui dit, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est un mensonge. Pourquoi vous les avez crus à l'époque? Et lui dit, non, mais je pensais que, on m'avait dit que, ouais, après avoir tué des millions de personnes en Irak, tu nous dis, je pensais que, on m'avait dit que. C'est grave. Vous imaginez? Juste sur base de je pensais que, on m'avait dit que, eh ben, on a tué des centaines de milliers de personnes. Et on a voulu embourber le monde entier dans ce conflit. Bah, bien sûr, homme de l'ombre. Tu vois, donc, c'est pour ça que je vous dis, euh, c'est pour ça que je vous dis, voilà, l'opinion publique, elle est pour eux important. C'est pour ça qu'ils utilisent les médias pour leur propagande de guerre. Quand je disais tout à l'heure monopoliser le débat, c'est ça. Monopoliser le débat, c'est-à-dire que ils vont pas avoir de débat contradictoire. Ils vont que utiliser les médias pour envoyer des mauvaises propagandes. Oh, voilà, eux, c'est des terroristes, c'est le mal, l'islam, c'est ça, ouais, tous les musulmans, ouais, nanana, nanana, nanana. En fait, ils vont inonder, ils vont inonder. Donc, monopoliser le débat, c'est ça. Ce qui fait partie de la monopolisation de débat, c'est ça. C'est le fait de travailler l'opinion de la masse en bombardant de fake news. Inch'Allah, on atterrit, Inch'Allah, il est 15. Prenez soin de vous, Inch'Allah, barakallahu fik. C'était très intéressant. J'espère en tout cas que ça l'a été. Prenez soin de vous, vous et vos proches. Hein. Euh, prenez soin de vos familles, qu'Allah nous préserve, toutes et tous, qu'Allah préserve vos familles, qu'Allah nous augmente en science, en connaissance, qu'Allah pardonne nos fautes passées, présentes, futures. Qu'Allah évidemment ne nous fasse pas tomber dans le terrorisme, qu'Allah ne nous fasse pas tomber dans le terrorisme, nous préserve de ça, et que fasse triompher la justice, qu'Allah protège les musulmans qui souffrent dans les quatre coins du monde, qu'Allah protège nos frères, sœurs en Palestine, protège nos frères, sœurs dans l'Est du Congo, protège nos frères, sœurs au Soudan, protège nos frères, sœurs ouïghours, protège nos frères, sœurs euh, Rohingyas, qui protège nos frères, sœurs hein, au Centrafrique, partout dans le monde où les musulmans souffrent. Qu'Allah préserve, euh, qu'Allah Azawajal aussi nous accorde la science, la connaissance, la patience, la fermeté, euh, qu'Allah nous accorde le fait que nous augmente notre foi, hein, notre attache euh, euh, à la religion, qu'Allah raffermisse nos pas, qu'Allah raffermisse nos pas, qu'Allah raffermisse nos pas. Prenez soin de vous, Inch'Allah ta'ala. On vous remercie hein, pour votre participation quotidienne aux différentes assises. On vous remercie pour votre doa. Euh, continuez les modérateurs, modératrices, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous préserve. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين